Bienvenue sur le stand de FranceAgriMer. Je suis Sébastien Couder, le directeur général adjoint, et je suis ravi aujourd'hui d'introduire cette conférence que l'on vous propose sur les vins rosés, et donc intitulée Un succès mondial, et vous présenter les nouvelles dynamiques. Peut-être juste vous dire quelques mots du lien que FranceAgriMer entretient, alors précédemment Viniflore, avec le comité interprofessionnel des vins de Provence depuis maintenant plusieurs années, et notamment sur cette thématique des vins rosés, puisque nos deux structures contribuent à l'Observatoire mondial du rosé depuis maintenant de nombreuses années pour répondre à un enjeu commun qui est celui de mieux comprendre et étudier cette catégorie particulière qui est peu suivie alors qu'elle a un succès, on va le voir, grandissant. Alors, les vins rosés, ça a toujours été une catégorie de vins assez peu documentée, d'un point de vue statistique assimilée au vin rouge. On l'a vu d'ailleurs récemment à FranceAgriMer, quand on a cherché à mettre en œuvre le dispositif de distillation, ce n'était pas forcément simple toujours de les distinguer. Mais clairement, c'est une catégorie qui a un véritable succès, que ce soit sur le marché national ou à l'export, et qui mérite qu'on comprenne mieux ces dynamiques et qu'on puisse apporter des éléments, que ce soit aux producteurs ou aux consommateurs. Alors, cet Observatoire mondial du rosé, qui regroupe 46 marchés, dont la France, est assez unique au monde. On va le voir, il regroupe à la fois les professionnels du secteur, FranceAgriMer. Le but du jeu sera de comprendre cette production et de fournir des analyses par rapport à ce sujet. Les résultats qui vont vous être présentés aujourd'hui, ça concerne les données de la dernière édition, donc sur des données de 2022. C'est un peu une avant-première qu'on vous propose sur le salon, puisque le rapport complet n'avait pas encore été diffusé. Et là, vous aurez ces principaux éléments. Je suis sûr qu'il sera disponible après. Et donc, pour animer cet échange, nous avons la présence de Brice Amato, que je remercie, qui est responsable du pôle économie et études du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, et Nance Brochard, qui est chargée d'études sur le marché mondial du vin à la direction marché études et prospectives de FranceAgriMer. Je vous souhaite d'excellents échanges et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Donc effectivement, on va vous présenter du coup en avant-première les résultats de consommation sur 2022. Donc c'est une étude de l'Observatoire mondial du rosé qui est en partenariat entre le CIVP et FranceAgriMer et qui est pilotée par ces deux entités et qui est ensuite réalisée par un cabinet d'études qui s'appelle IWSR Wine Intelligence. Et du coup, on va vous présenter ça à deux voix avec Brice et je vais laisser tout de suite la parole à Brice du coup, pour quelques éléments introductifs. Bonjour à tous. Alors pour commencer, oui, quelques éléments de périmètre, de méthodo, de sources de données. Alors déjà, l'étude porte sur l'univers uniquement des vins tranquilles. On se focalise sur le rosé, mais au sein de l'univers des vins tranquilles. Donc vins tranquilles, rouge, rosé, blanc. Donc les vins tranquilles, c'est quoi ? Par opposition, ce n'est pas les vins effervescents, c'est pas les champagnes, c'est pas les crémants, les pétillants, c'est uniquement les vins tranquilles. On n'a pas dedans les vins fortifiés, les vins d'apéritif ou les vins aromatisés ou à base de fruits autres que le raisin. Donc voilà, donc dans l'univers vins tranquilles, on se focalise avec cet observatoire économique sur le rosé. Et le rosé, ça a été dit juste avant, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition officielle et mondiale du vin rosé. Donc on trouve, dans l'observatoire qu'on suit, plusieurs on va dire, types de rosés. Et par exemple, parce que nous, on pense tout de suite à des rosés plutôt clairs, plutôt secs, mais il n'y a pas uniquement cela. Il y a notamment les vins rosés, une part des vins rosés américains, qu'on appelle le blush, qui est beaucoup plus foncé, beaucoup plus sucré. On va revenir dessus aussi pendant la présentation. Mais voilà, donc on couvre l'ensemble des vins rosés à travers le monde. La base de données, parce qu'on va vous présenter donc la dernière année, l'année 2022, mais on va revenir régulièrement sur l'historique. C'est ce qui est intéressant dans cet observatoire, au-delà de regarder juste la donnée conjoncturelle d'une année, c'est voir les évolutions long terme. Donc on a remis à jour depuis l'année dernière l'ensemble de la base, c'est-à-dire qu'on a un historique d'une dizaine d'années remis à jour. Et ce travail de remise à jour de l'historique, on le fait aussi régulièrement, car c'est assez long. En gros, ça prend une année de récolter les informations, les fiabiliser, consulter des experts pays, des experts marchés pour bien les fiabiliser et les réestimer lorsque c'est nécessaire. Tout ça, en fait, ça prend un an. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller plus vite que de vous présenter des données qui ont un an de décalage. Un an et quelques mois de décalage. Et le périmètre, là aussi, ça a été dit juste avant, donc on suit 46 pays. C'est le même périmètre que l'année dernière, on suit 46 pays, et on va le voir dans un slide juste après. Ces 46 pays représentent la quasi-exhaustivité
de la consommation mondiale de vin rosé. Alors comme l'année dernière, et Nance le disait, on est accompagné de IWSR et de son antenne française Wine Intelligence, donc qui nous accompagne, qui est notre prestataire sur ce suivi économique. Aujourd'hui, on vous présente la consommation, mais dans cet observatoire économique, en fait, on suit 4 indicateurs. La consommation, la production et les flux, donc les importations et les exportations. Et donc c'est avec ce cabinet qu'on suit l'ensemble de ces 4 indicateurs de flux mondiaux de rosé. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la conso. Important aussi, même si ça paraît logique quand je vais vous le dire, mais les chiffres de consommation qu'on va vous présenter sont de la vraie consommation. C'est-à-dire que dedans, on exclut les volumes rosés qui sont à usage industriel, les pertes, les destructions, tout ça c'est exclu. Donc quand on parle conso, on parle vraiment conso humaine effective. Les 46 pays, je ne vous les ai pas listés tout à l'heure, mais c'était ceux qui étaient affichés. Donc ces 46 pays qu'on suit représentent 92% de la consommation mondiale de vin rosé en 2022. Et lorsqu'on va vous donner, dans la slide juste après, je vais commencer à vous montrer les chiffres de consommation annuelle mondiale, c'est ramené à 100%. On extrapole ce 92 pour récupérer les 8% des pays, de tous les autres pays manquants. Donc quand on vous donne des chiffres conso, c'est conso estimé 100% au niveau mondial. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la consommation mondiale. Alors, on a 10 ans d'historique. On commence au début des années 2010 jusqu'en 2017-2018 avec une progression globalement assez linéaire de consommation mondiale de rosé. Début des années 2010, on était vers les 18,7, 19, entre 18,5 et 19, on va dire, millions d'hectolitres consommés. Ça progresse année après année jusqu'en 2017-2018, où on atteint quasiment les 20 millions hectolitres de rosé consommés dans le monde. 2018, 2019, 2020, on arrive sur une stabilisation, sur un palier où on flirte avec les 20 millions. Et à partir de 2019, 2020 et 2021, on est sur une consommation en baisse. Bon, je pense que maintenant, tout le monde a 2020-2021, ça sert à rien de le rappeler. On sait très bien que c'était 2 années complètement atypiques et impactées par le Covid et toutes les mesures sanitaires qu'il y a eu derrière. Donc on arrive sur un palier, sur une baisse de la consommation mondiale. Et en 2022, on est sur très léger, mais on est sur un rebond de la consommation mondiale. Voilà. Sur un rebond, on restabilise parce qu'on est en progression certes, mais bon, on est à que plus 0,05 points. Donc on peut dire que 2021-2022, on arrive sur un plateau et une stabilisation de la consommation mondiale. Alors au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est ce tableau. Parce qu'en plus, on a vu des articles, c'est quelque chose qu'on suit, on est au courant et on suit depuis des années, mais il y a eu récemment des articles sur la baisse structurelle de la consommation de vin depuis des années et qui se confirme encore sur ces dernières années. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de replacer le rosé au sein du total vin tranquille. Et on voit que le rosé se porte mieux de la catégorie et a un rôle, une position un peu de frein à la baisse de cette catégorie. Depuis 10 ans, la consommation de vins toutes couleurs, rouge, rosé, blanc, c'est moins 11%. Sur la même période, les vins rosés, la progression de la consommation est de quasiment plus de points. Sur le moyen terme, depuis 2019, total vin tranquille consommé en baisse de moins 8 points. Les vins rosés, entre guillemets, ne sont en baisse que de moins 1,4%. Et sur le court terme, les vins tranquilles sont en baisse de 2,6 points quand les rosés reprogressent légèrement à plus un demi-point. Et maintenant, pour entrer dans le détail par zone et par pays, je vais repasser la parole à Nance. Alors effectivement, on va voir du coup un petit peu le détail de consommation tout d'abord par zone et ensuite par pays. Alors malheureusement, on a un petit problème d'affichage en matière de cartes, mais vous pourrez quand même comprendre l'idée générale de ce diapo. Alors en fait, ce qu'on constate quand on met sur une carte mondiale les 20 principaux consommateurs en volume de vin rosé, ce qu'on constate, c'est qu'on a véritablement 2 zones qui vont concentrer l'essentiel de la consommation, à savoir dans un premier temps l'Europe de l'Ouest et dans un deuxième temps l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada.
Donc ces deux zones représentent à peu près 78% de la consommation totale de vin rosé en 2022, donc ce qui reste quand même une très large majorité. Mais au global, et ce qu'on va constater à travers les différentes données qu'on va vous présenter, notamment dans les diapos suivantes, c'est que la part de ces deux zones en question a tendance à fortement se réduire à travers le temps. En 2012, ces deux zones représentaient 83% de la consommation totale en volume, de vin rosé encore une fois, a baissé à 80% en 2021 et aujourd'hui situé à 78%. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'on a une véritable diversification dans les zones géographiques de consommation et notamment sur des zones où on va avoir des pays un petit peu plus petits et des pays moyens en termes de volume qui vont avoir tendance à progresser alors que les marchés matures vont avoir tendance à un petit peu baisser. Si on étudie un petit peu du coup la situation au niveau du long terme par zone, avec un taux de croissance annuel moyen du coup sur 10 ans. Donc tout d'abord, ce qu'on constate au niveau monde, c'est qu'au global, les vins rosés vont plutôt bien se comporter, comme on l'a vu avec Brice, comparativement au total vin tranquille. Vin tranquille, vin rouge, vin blanc, vin rosé, les trois confondus. En taux de croissance annuel moyen, donc on voit que sur le total monde, on est à moins 1,2% pour le total vin tranquille, alors que pour les rosés, on a tendance à être stable ou très légèrement progresser. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de rentrer un petit peu par zone et de voir l'évolution par zone, avec tout d'abord les deux principales zones, à savoir Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. En Europe de l'Ouest, ce qu'on constate, c'est que globalement, les vins rosés vont très bien se comporter comparativement aux vins tranquilles, même si on est sur des volumes qui ont tendance à décroître à travers le temps. On est pour l'Europe de l'Ouest donc à moins 1,5% en TCM 10 ans, alors qu'on est seulement à moins 0,4% pour les vins rosés. Donc les vins rosés vont faire office de véritable amortisseur en fait, de la baisse de la consommation globale sur cette zone-là. Si on regarde maintenant dans la deuxième principale zone de consommation, à savoir l'Amérique du Nord, la situation est un petit peu plus contrastée. On va avoir des rosés qui vont avoir tendance sur 10 ans à se plier un petit peu plus que le total vin tranquille. Et là, on peut avoir plusieurs explications. Alors, on va probablement se concentrer plus sur le marché américain que sur le Canada. Donc sur le marché américain, on a eu plusieurs phénomènes, donc, notamment la période Covid, qui a quand même assez fortement entamé le vin rosé. Et on a eu un deuxième phénomène qui est la baisse de consommation de vin type américain californien blush. Donc ce que Brice vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des vins rosés avec des couleurs un petit peu plus sombres, des taux d'alcool plus importants, des taux de sucre également plus importants. Et sur ce marché-là, en tout cas, on a tendance à avoir une baisse de la consommation de ce type de rosé au profit de ce qu'on appelle les rosés de type provençal, plutôt. Dans une seconde partie, on a du coup les zones qui vont représenter des véritables zones de croissance pour le rosé. Et là, on peut avoir deux zones en particulier à souligner, à savoir les pays d'Europe centrale et orientale, donc tout ce qui va être Pologne, Roumanie, Bulgarie, etc. Et dans un deuxième temps, l'Asie-Océanie, on va retrouver notamment, mais pas que, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et dans ces deux zones, on constate qu'on a dans un premier temps un repli assez net, voire même très net pour l'Asie-Océanie, de la consommation tout vin, tout vin tranquille, pardon, alors que les rosés ont tendance à fortement progresser. Et c'est dans ces zones-là, du coup, le rosé va être un vrai vecteur de croissance et va tirer la consommation totale de vin vers le haut, alors que les autres catégories ont tendance à se replier. Et plus globalement, ce qu'on constate, c'est que les vins rouges ont tendance quand même à fortement baisser, alors qu'on a quand même des progressions quand même qui sont assez importantes, ou alors pour les pays gros consommateurs, on va dire, traditionnels, on a des rosés qui se comportent globalement mieux que le total vin tranquille. Si on regarde un petit peu par période de temps, en moyenne annualisée cette fois-ci, et ensuite on se focalisera un petit peu sur les dernières années, on constate dans un premier temps donc, que, par exemple, donc, dans les principales zones de consommation, en Europe de l'Est, on a eu une consommation de rosé qui a eu tendance à décroître depuis, aussi bien par long terme que moyen terme pendant la période Covid, qu'en post-Covid. Donc on a eu quand même un repli assez fort au niveau du Covid en Europe de l'Ouest, mais une baisse qui a tendance à s'atténuer sur 2021-2022. Donc une baisse qui s'atténue sur la consommation. On a eu exactement la même chose en Amérique du Nord, donc qui a connu quand même une croissance avant la période Covid en volume.
qui a eu tendance à fortement souffrir du coup de la période Covid, avec une baisse assez importante, et un repli qui a tendance également du coup, à se réduire sur les années récentes. A l'inverse, on a des zones, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui sont des véritables vecteurs de croissance pour le rosé. Et là, on va retrouver encore une fois les PECO et l'Asie-Océanie, où on va avoir des taux de croissance qui vont être positifs déjà sur la totalité des périodes, et qui vont même avoir tendance à être des taux de croissance qui vont être assez importants, hein. On parle quasiment de plus 7% pour les PECO entre 2021 et 2022. Donc le rosé trouve des foyers de croissance justement dans ces zones-là, qui étaient auparavant un petit peu secondaires. Et en fait, c'est ce qu'on constate, notamment lorsqu'on regarde un petit peu les évolutions entre 2021 et 2022. Donc 2021, le cercle intérieur, 2022, le cercle extérieur. Et en fait, on va constater que les deux principales zones de consommation vont avoir tendance à perdre des parts de marché comparativement, notamment à des zones comme l'Asie-Océanie ou encore l'Afrique. Alors maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur les pays en eux-mêmes, avec tout d'abord un top 6 du coup, des principaux pays consommateurs, toujours donc sur une évolution de 10 ans, encore une fois. La première chose qu'on va noter, c'est que la France reste quand même de loin le premier consommateur en volume. Voilà, il reste de manière assez nette de loin, même si on a eu une tendance quand même à une baisse des volumes, avec un pic qui se situe à peu près en 2017. Ce qu'on peut noter dans un deuxième temps, c'est qu'on a une catégorie autre qui va avoir tendance à fortement progresser. Donc autre ici correspond aux pays hors top 6. Pardon. Donc les pays hors top 6 qui ont tendance quand même à fortement progresser. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, du coup, on se rend compte qu'effectivement, on a eu des baisses de volume sur 2020-2021 et 2021-2022. Pour la quasi-totalité des pays du top 6, à l'exception notable de l'Afrique du Sud, dont on parlera un petit peu après. Et parmi les 4 principaux marchés, du coup, on a quand même donc la France et les États-Unis qui sont quand même à noter, dans la mesure où on a eu un repli assez fort en 2021 et qui a tendance à s'atténuer en 2022. A l'inverse, on a des pays qui vont avoir tendance à avoir une consommation qui baisse de plus en plus sur ces dernières années, à savoir l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec des taux de repli qui sont quand même beaucoup plus importants. Et en matière, donc on parle maintenant de l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, effectivement, on a des volumes quand même qui sont orientés fortement à la hausse. Et en fait, c'est la courbe que vous voyez en orange, juste ici, tout en bas. Alors si on regarde sur le long terme, effectivement, il y a une progression. Mais ce qu'on peut constater également, c'est que là, on se focalisait sur les années récentes, donc sur cette période-là, où on a eu quand même un fort rebond post-Covid, mais on a eu des énormes pertes au niveau du Covid. Donc en fait, il s'agit d'un rattrapage vraiment post-Covid sur ce marché, après un pic de consommation pareil qui a eu lieu à peu près en 2017. Si on élargit un petit peu du coup l'analyse au top 10 et qu'on prend une base de comparaison, du coup une moyenne 2012-2014, hein, pour éviter les effets d'une année en particulier, pour avoir une base de comparaison un petit peu plus fiable. Donc on constate les mêmes chiffres, donc avec la France qui reste quand même de loin devant, qui est en baisse bien évidemment, et globalement l'essentiel du top 10 est également en baisse en volume, si on prend 2022 par rapport à cette moyenne-là. On va avoir quelques exceptions, notamment l'Allemagne, dont les volumes ont progressé d'à peu près 10% hein, depuis cette base de comparaison. On va avoir également l'Afrique du Sud, comme on l'a vu précédemment, et la Belgique et le Luxembourg qui vont avoir tendance à progresser. Mais globalement, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que si on étudie chacun de ces pays, en fait, la totalité de ces pays ont passé leur pic de consommation. Alors, ils ont passé de manière plus ou moins lointaine, hein, on parle de 2017 pour la France et l'Afrique du Sud, 2021 pour la Belgique et 2020 pour l'Allemagne et les États-Unis. Mais globalement, l'ensemble des pays du top 10 ont passé leur pic et sont en tendance quand même assez baissière, même si on prend une base de comparaison 2012-2014. Du coup, c'est ce qu'on constate. Si on met l'ensemble de ces pays du top 10 et qu'on crée une catégorie autres pays, donc c'est-à-dire hors top 10, en fait, on constate, donc on est sur une moyenne 2012-2014 en cercle intérieur et 2022 en cercle extérieur. En fait, ce qu'on constate plus globalement, c'est qu'on a une véritable diversification en matière de pays consommateurs, avec une part hors top 10 qui a tendance à fortement progresser.
Et c'est ce qu'on voit du coup sur la gauche ici avec les parts de marché. Donc on est passé pour le hors top 10 de 17% de parts de marché en moyenne sur cette base de comparaison à en 2022 23%. Donc on gagne 6 points de parts de marché, ce qui est quand même très important. Donc une vraie diversification vers des pays qui vont avoir tendance à être des pays peu consommateurs ou moyennement consommateurs. Et au contraire, on a justement une baisse sur les principaux marchés, une baisse des parts de marché des principaux consommateurs. Et c'est ce qu'on va voir tout particulièrement au niveau de la France, avec une baisse de 3 points de parts de marché. Et ce qu'on peut, pour conclure, voilà, c'est quelque chose sur cette diapo qu'on voit de manière régulière, donc une progression assez régulière de l'augmentation de la part du hors top 10, donc une augmentation de plus en plus nette de la diversification géographique de la consommation mondiale de vin rosé, étant donné qu'on représentait 20% en 2012 pour les pays hors top 10, 21% en 2021 et aujourd'hui 23%. Donc une vraie dynamique de diversification. Du coup, ici, on a essayé en fait de classer les pays du périmètre de l'étude en 2 catégories. La première, les foyers de croissance, et dans une autre diapo, donc dans la diapo suivante, les pays qui auront tendance à baisser, donc les zones baissières plutôt. Ce qu'on constate donc par période de temps, on a tout d'abord un groupe de pays qui va se situer dans la zone de croissance pure, c'est-à-dire une croissance à long terme, pendant le Covid et après le Covid. Et là, on va retrouver nos fameux PECO, avec voilà, des pays très dynamiques, comme par exemple la Pologne, la République tchèque, la Bulgarie. On va retrouver certains pays d'Océanie également, des grands pays du vin qu'on connaît très bien aujourd'hui, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On va avoir également des pays qui vont avoir tendance à être des pays très, très peuplés, comme par exemple le Brésil ou encore le Mexique. Certains pays d'Europe de l'Ouest également, donc globalement dans des zones de très forte croissance, mais très diversifiées également dans toutes les zones géographiques du monde. On se rend compte que lorsqu'on regarde aujourd'hui en 2022, si on fait une capture aujourd'hui en 2022, l'ensemble de ces pays-là, qui sont des zones de très forte croissance, ne représentent qu'un peu moins de 8% de la consommation totale aujourd'hui. Ce sera probablement amené à évoluer dans les années, mais pour le moment en tout cas, à l'heure actuelle, il représente une part assez faible du total consommé en 2022 de vin rosé. Si on passe du coup à la deuxième catégorie des foyers de croissance, donc ce sont les pays qui ont eu tendance à souffrir de la période Covid, mais qui, avant la période Covid, avaient tendance à croître et qui se reprennent plutôt bien sur la période 2021-2022. Là, on va retrouver un pays du top 10 qui est en gras, à savoir l'Afrique du Sud. On va retrouver également des pays matures, comme par exemple le Japon, mais également d'autres pays comme par exemple le Canada, qui va repartir très fort, notamment sur ces 2 dernières années. Et pareil, sur ces catégories-là, on est sur globalement des pays qui pèsent relativement peu dans le total vin consommé rosé en 2022, à savoir 6,5%. Et enfin, on va avoir une catégorie qui vont être les pays qui vont avoir tendance à opérer un retournement à la hausse sur 2021-2022. Et là, on retrouve 2 pays, un pays du top 10, l'Espagne et la Grèce. Et pareil, là, on est sur globalement des pourcentages qui sont relativement faibles en comparaison au total monde. Si on synthétise un petit peu tout ça, on se rend compte que la totalité des foyers de croissance représente à peu près, en 2022 aujourd'hui en tout cas, un petit peu moins d'un cinquième de la consommation totale de vin rosé dans le monde. Ce qui fait qu'on va retrouver mécaniquement dans les zones baissières l'essentiel de la consommation. Avec un premier temps, les pays qui vont avoir tendance à se retourner à la baisse, après avoir connu une période de croissance à long terme, une période de Covid positive, mais par contre en 2021-2022 qui vont avoir tendance à se replier. Ici, on va retrouver du coup la Belgique et le Luxembourg. On va retrouver essentiellement quand même des pays européens, même exclusivement des pays européens. Sauf la Corée du Sud, pardon. Oui, la Corée du Sud, du coup, qui est un marché intéressant parce que c'était un marché qui était très dynamique jusqu'à récemment, mais qui, pour le coup, en 2022, a connu un certain repli, notamment à cause de surstock et un petit baisse de la consommation aussi. Et ces zones-là vont représenter un pourcentage toujours assez faible, un petit peu moins de 5% de la consommation totale vin rosé en 2022. Et là où en fait on va retrouver l'essentiel des volumes, ça va être sur ces 2 catégories, à savoir les pays qui ont eu tendance à croître pendant le Covid, mais qui ont connu des périodes baissières avant et après, et également les pays qui ont connu une croissance avant le Covid, mais qui depuis le Covid connaissent des volumes en baisse.
Donc là, on va retrouver l'essentiel des pays du top 10. Donc dans un premier temps, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, avec quasiment un cinquième, pareil, des volumes de rosé consommés dans le monde en 2022. Et la catégorie France, États-Unis, Italie, on va retrouver aussi la Chine, hein, qui était un marché de croissance auparavant et qui depuis 2017 se comporte plutôt difficilement, on va dire. Et là, on va avoir quasiment la moitié de la consommation qui va se concentrer uniquement sur ces pays-là. Un petit peu moins. Enfin, on va avoir des zones qui sont baissières aussi bien à long terme qu'à moyen et à court terme. Et là, on pourrait citer par exemple l'Argentine, qui est également un grand pays du vin, mais qui pour le coup a fortement souffert d'un point de vue économique principalement et également monétaire, ce qui a fait que ça a un petit peu impacté le potentiel de croissance sur ce pays-là. Mais on reste quand même sur des volumes qui sont relativement faibles sur cette catégorie purement baissière. Et du coup, je vais repasser la parole à Brice. Merci. Alors maintenant que Nance vous a présenté les données volume, les classements pays, on va regarder d'autres indicateurs, bon, toujours dans la consommation, mais on va juste tourner un peu le prisme. On va regarder le poids des vins rosés, mais ramené à la consommation de vins tranquilles, 3 couleurs. Alors, si on regarde ce que pèse le rosé au sein de la consommation 3 couleurs à l'échelle mondiale, bon là, j'ai pas besoin de faire comme tout à l'heure, de vous faire apparaître la courbe au fur et à mesure, parce qu'on voit que depuis 10 ans, elle est assez linéaire. On a une progression assez linéaire, bien que sur les années entre 2018, 2019, 2020, on voit quand même un peu une accélération de la croissance. Hein. Donc si on reprend, début des années 2010, au début de cette décennie, on a une part des vins rosés dans la consommation mondiale qui est aux alentours des pas loin des 9, un peu en dessous, 8,5-9%, donc de la consommation de vin qui est rosé. Et ça progresse jusqu'en 2018-2019. On atteint un palier en 2020-2021, et là cette année, ça reprogresse. Et donc en 2022, on a atteint en fait un pic historique sur cet indicateur-là, en atteignant 10%. Donc en d'autres termes, ça veut dire qu'en 2022, sur 10 bouteilles de vin consommées, une est rosée. Tout à l'heure, on voyait, dans la première slide que je vous présentais, on voyait le niveau de consommation de vin rosé qui avait tendance à se stabiliser, voire même diminuer avant de reprendre. Mais forcément, au sein d'une structure, enfin d'une famille vin toutes couleurs qui, elle, baisse plus fortement, le poids du rosé, par conséquent, progresse. Même une année où le rosé peut stabiliser, on a des parts qui progressent parce qu'on a une catégorie qui est à la baisse. Si on regarde en détail les plus fortes évolutions de cet indicateur par pays, donc sur la gauche, on voit que les plus fortes hausses du poids du rosé dans la consommation de vin tranquille se situent principalement en Europe, dont la France, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Comme d'habitude, hein, vous avez en gras les pays du top 10. Donc les pays du top 10 volumiques, ceux qui comptent vraiment, on va dire, en termes de volume dans la consommation mondiale de vin. Donc sur les plus fortes hausses, on a le Danemark qui arrive pas loin des 13% de sa consommation de vin qui est rosé. La Grèce, la Bulgarie, on a aussi le Canada qui sont tous les trois en progression de l'ordre de entre plus 1,7 et plus 1,9%. Et donc on a aussi la France, qui est clairement le premier pays en termes de consommation, si on regarde la part du rosé, en termes de poids rosé, c'est vraiment le premier pays, et qui progresse pour autant, il fait quand même partie des 5 pays qui progressent le plus. Donc avec quasiment 37% de consommation de vin dédié au rosé en France, donc c'est plus du tiers, donc c'est-à-dire que si je reprends l'information que j'avais juste avant, en France, c'est plus d'une bouteille de vin consommée sur 3 qui est une bouteille de rosé. Et si on regarde ici comment réagissent le top 5 des marchés étrangers, donc bon, c'est la France, le premier pays consommateur de vin rosé, mais ensuite on a dans cet ordre-là, hein, Allemagne, USA, Royaume-Uni, Italie, Afrique du Sud. On voit que ces pays sont globalement stables. L'Allemagne et le Royaume-Uni progressent très légèrement de plus 0,1, plus 0,2 points. USA et Italie sont stables et l'Afrique du Sud baisse aussi très légèrement. Mais voilà, sur ces marchés globalement matures, on voit qu'il y a peu d'évolution.
sur le poids du rosé. Donc ici, on a le classement, toujours c'est le même indicateur, hein, la part des rosés dans la consommation de vin. On a le classement des pays par importance. Alors, encore une fois, je répète vraiment, Tunisie est en haut de ce classement-là, mais Tunisie, si on regarde ce qui pèse vraiment en volume de consommation de vin ou de vin rosé, ils sont quand même, c'est un pays où c'est très faible. La consommation de vin et de vin rosé est quand même très faible. Mais en poids du rosé, on voit que ce pays arrive en haut. En gras, les pays importants, en termes volumiques, donc on a la France, la Belgique, Luxembourg, Afrique du Sud, Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir que la France, qui est le premier pays, a un poids rosé très important. C'était déjà le cas il y a 10 ans, hein, on était quand même pas loin des 30%, on était à 28,5% de la consommation qui était rosée, mais quand même en 10 ans, ça a presque pris globalement un point par année, on est passé de 28,5 à quasiment 37% en 2022. Et plus globalement, c'est ce qu'on a indiqué ici, plus globalement, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que sur les 46 pays qu'on suit, il n'y en a que 7 pour lesquels le poids du rosé a diminué. C'est-à-dire qu'il y en a 39, le poids du rosé sur 10 ans est resté stable, voire en augmentation. Alors il y a un autre indicateur aussi assez intéressant qu'on a regardé, c'est la consommation de vin rosé par an et par habitant. Et donc quand on regarde ça, donc là on a fait un top 20 de cet indicateur-là. Dans le top 20, on retrouve la grande majorité des pays du top 10 du classement volumique. Donc là encore, de toute façon c'est pas compliqué, en général la France est premier sur tous les indicateurs qu'on regarde. Surtout au niveau de la consommation, mais pas que. Donc la France, c'est en 2022, en moyenne, 11,5 litres de vin rosé consommé par habitant en âge de consommer du vin et par an. Donc on retrouve Belgique-Luxembourg. Bon, vous voyez, ça diminue quand même assez vite ensuite hein, dans le classement, mais on retrouve Belgique-Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, Afrique du Sud et Espagne. Mais limite, le commentaire que je voudrais faire ici, c'est sur un des pays du top 10, même du top 3, qui n'y est pas. Vous voyez, il n'y a pas les États-Unis dedans. Les États-Unis, pourtant, ils sont, alors cette année, ils sont 3e, mais globalement, sur ces dernières années, ils sont soit 2e au niveau classement mondial de consommation, soit 3e avec l'Allemagne. Donc on ne retrouve pas les États-Unis ici. Alors ça peut paraître un peu étonnant, vu le volume qu'ils consomment, mais bon, c'est un pays très peuplé aussi, et eux, de mémoire, je crois qu'ils sont à 1 litre. Globalement, ils sont en moyenne à 1 litre de vin rosé consommé par an, par habitant. Donc c'est un indicateur, oui, qui interpelle un peu parce que les États-Unis, c'est quand même un marché considéré comme plutôt mature. On a vu une grosse augmentation de la consommation de vin aux États-Unis et puis ça s'est stabilisé. Donc c'est un marché globalement considéré comme mature. Mais il y a des choses intéressantes de voir qu'ils sont qu'à 1 litre par an, par habitant. Bah, on pourrait se dire que c'est un marché où il y a encore une phase de croissance possible. Surtout si on y ajoute ce que disait Nance tout à l'heure, qu'au sein de la catégorie rosé, c'est quand même très important de dissocier aux États-Unis le blush qui baisse, qui chute assez fortement, et le rosé plutôt sec, qui lui a tendance à augmenter. Voilà, écoutez, je vais repasser la parole à Nance pour la synthèse de tout ce qu'on vous a présenté. Alors du coup, quelques mots pour conclure un petit peu sur cette année 2022 et plus globalement sur ce qu'on a vu au cours de cette présentation. Donc dans un premier temps, en matière de consommation mondiale, on avait eu une consommation qui avait tendance à diminuer quand même depuis 2019, mais cette baisse s'est stabilisée globalement sur 2021-2022 avec des volumes qui sont en légère croissance sur le total monde, hein, plus 0,5%. On a des vins rosés qui, comme on l'a vu avec Brice, vont avoir tendance à progresser de manière assez linéaire. Hein. Ils représentent aujourd'hui une bouteille sur 10 consommée en matière de vin tranquille. Donc une progression régulière, un poids des rosés qui devient de plus en plus important. On a eu des tendances en 2022 qui préexistaient et qui vont avoir tendance à se confirmer. Avec dans un premier temps, du coup, ce qu'on avait vu au cours de la présentation, des vins rosés qui vont avoir tendance à mieux se comporter que la catégorie vin tranquille et tout particulièrement que les vins rouges. Certaines zones qui ont connu des hausses de la consommation dans le passé qui vont avoir tendance à confirmer
dans les années récentes cette croissance. On l'a vu notamment avec les pays d'Europe centrale et orientale, avec le Brésil, certains pays d'Océanie, etc. Et globalement également une baisse de la consommation dans les marchés volumiques et matures, avec en tête notamment la France, les États-Unis ou encore l'Italie. En 2022, il y a eu quand même des changements comparés aux années précédentes, avec plusieurs marchés qui vont renouer avec la croissance. On va prendre pour exemple bien évidemment le Canada, qui a connu une forte baisse pendant la période Covid et qui se reprend très bien sur ces dernières années, même si on part sur des bases de comparaison quand même qui sont beaucoup plus faibles que d'autres pays, ce qui explique des pourcentages très élevés. Mais on a eu également des pays comme l'Espagne ou la Grèce et encore l'Afrique du Sud, comme on l'a vu également, qui se reprend très bien après des années Covid difficiles. En parallèle, on a des pays qui vont justement s'orienter à la baisse en 2022 après avoir rebondi sur la période Covid. Et plus globalement, une idée aussi également qui est importante en 2022, c'est qu'on a une réelle diversification dans la consommation mondiale de vin rosé, avec des pays moyens qui ont tendance à avoir des taux de croissance de plus en plus importants. Ils prennent des parts de marché sur les principaux pays consommateurs. Merci de votre attention. Et on va prendre quelques questions si vous en avez. Oui. Est-ce qu'il y a une saisonnalité à la consommation des vins rosés ? Oui, on voit quand même qu'il y a quand même une saisonnalité. Même si c'est quelque chose qu'on a pas mal suivi ces dernières années en Provence, pour le coup. Il y a une saisonnalité. Après, c'est plus simplement l'été. On constate que ça s'allonge. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'été. On essaie vraiment de regarder aussi les effets météo. En fait, on constate que c'est dès qu'il commence à faire beau, que ce soit en France ou dans d'autres pays, la consommation de rosé peut s'étendre justement sur ces périodes où il fait beau. Est-ce que c'est un vin qui se consomme hors repas à tout moment de la journée, un peu comme le blanc ? Ouais, c'est aussi un vin. Alors c'est un peu la force du vin rosé aussi par rapport à. Alors surtout au rouge, parce que le blanc aussi peut se retrouver dans cette catégorie, mais c'est un vin de repas, mais c'est aussi un vin d'apéritif. Et d'ailleurs, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait que c'était un vin d'apéritif, mais qui peut être le soir, qui peut être le midi. Donc oui, les moments de consommation sont pas qu'uniquement au repas, et c'est une force pour le. Et en catégorie d'âge, du coup, est-ce que par exemple les jeunes qui ne consomment pas de vin rouge ou très peu, est-ce qu'ils consomment du rosé ? Est-ce qu'on voit se développer la consommation de rosé chez les jeunes ? Alors on voit la baisse de la consommation de rouge, c'est vrai. Et oui, on voit sur le long terme, on voit une progression, mais bon, qui est un peu freinée quand même. Mais le poids, encore une fois, vient progresser pour le blanc ou le rosé, mais c'est surtout du fait de la baisse du rouge. Ces dernières années, c'est quand même assez stable. On ne va pas dire qu'il y a une progression de consommation de rosé ou de blanc. Alors après, là, j'ai surtout le marché français en tête. Je ne connais pas forcément ça sur tous les marchés. Ouais. Mais bon, globalement, on va dire que ça reste assez stable et que ça baisse sur le rouge pour les consommateurs les plus jeunes. Pardon ? C'est modeste. La consommation de rosé chez les jeunes, c'est modeste. Alors, chez les plus de 35 ans, on a une consommation de rosé qui progresse. Le cœur des consommateurs vraiment volumiques sont plutôt les plus de 50 ans pour le rosé. Et après, pour les moins de 35, sous ces dernières années, ça reste quand même plus globalement stable. Ça a progressé il y a plusieurs années, et là, ces derniers temps, ça reste plutôt stable. Ce qui est moins le cas aux États-Unis quand même. Des quelques études qu'on a pu faire, aux États-Unis, c'est plus jeune. Le rosé est quand même plus jeune. Sur les pays qui progressent, comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou l'Afrique du Sud, est-ce que la hausse de consommation est due à la production locale qui progresse, ou est-ce qu'il y a des opportunités pour la France à l'export dans ces pays ? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est un pays qui va avoir tendance quand même à beaucoup autoconsommer. C'est-à-dire que leur production locale va couvrir une bonne partie de leur
consommation nationale, ce qui fait que effectivement ça limite un petit peu les possibilités en matière d'export pour la France. On a également en Afrique du Sud, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a aussi une notion de vin rosé qui est un peu plus extensive qu'en France. Il y a eu récemment en 2022 par exemple une approbation d'une méthode de fabrication des vins rosés qui était fabriquée à partir de vin blanc et vinifiée dans des barriques de vin rouge. Donc ça rentre en compte chez eux dans les vins rosés, ce qui est un peu particulier aussi. Mais effectivement, on va avoir tendance sur le marché sud-africain à être plutôt dans de l'autoconsommation. Sur les marchés espagnols, grecs, alors je connais un petit peu moins le marché grec. Sur le marché espagnol, pareil, on a beaucoup de consommation de locale, de vin rosé, et même la consommation touristique va avoir tendance à être une consommation de vin espagnol, plus que de vin importé. On a également quelques exportations qui se font, mais qui plutôt au niveau du haut de gamme, notamment le France-Espagne, plus des exportations sur le haut de gamme. Pour la Grèce, c'est difficile à dire pour le moment. Il y a un effet de saisonnalité qui est beaucoup plus fort, avec notamment tout ce qui est lié au tourisme, et je suppose qu'il y a quand même aussi une bonne partie de la consommation qui est faite sur des rosés grecs. Moi, j'avais une question sur les raisons de l'attrait pour le rosé. C'est les mêmes à peu près d'un pays à l'autre? C'est les mêmes raisons qui font qu'on est sur une hausse dans le global vin tranquille et Globalement, oui. Les forces du rosé, on peut les retrouver, elles sont assez similaires en fait, d'un pays à l'autre. Mais un peu comme on disait tout à l'heure, c'est un vin qui est perçu comme plus accessible déjà. Je ne parle pas en prix, je parle en consommation, c'est plus accessible. En fait, ce qui explique la progression du vin rosé, quelque part, ça peut aussi expliquer sur certains points pourquoi c'est plus compliqué pour le rouge. Le vin rosé, les gens se mettent moins de barrières à l'entrée pour le consommer. C'est un moment de consommation qui est plus étalé. Dans la journée, on parlait c'est un vin aussi d'apéritif, un vin de repas. C'est un vin qui colle plus à la déstructuration des moments de repas. Donc ça, on le retrouve. C'est la force du rosé qu'on trouve un peu dans tous les pays. Et encore une fois, sur les États-Unis, c'est un vin plus fun en fait, voilà, tout simplement que le vin rouge. Donc ça, ouais, c'est un dénominateur un peu commun sur l'ensemble des pays où il est important et où il progresse. Pour prolonger la question de tout à l'heure, est-ce qu'on a effectivement des dimensions de valeur? En gros, est-ce que les pays où on a observé de la croissance ces dernières années, c'est plutôt des pays où c'est du rosé cher qui est acheté, ou est-ce que on peut pas encore le dire? Sur les pays en croissance volume, c'est ça. En fait, je pense que tout va dépendre des pays. Alors, on va reprendre juste la synthèse. Juste ici. Alors en fait, il y a quand même plutôt des pays qui vont avoir tendance. Ça, c'est les zones de baissière, pardon. Hop, voilà, les zones de croissance. Je pense qu'on a un petit peu de tout sur tout ce qui va être marché en croissance. Alors les PECO, on a quand même des niveaux de valorisation. Ils sont peut-être pas aussi élevés que sur des marchés comme les États-Unis, mais on va avoir quand même des volumes assez bien valorisés. Et également au niveau de l'Australie. Alors l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sur la consommation, ça va être un petit peu particulier parce qu'ils autoconsomment aussi, avec des niveaux de valorisation qui doivent être quand même un petit peu moins élevés que ce qu'on produit en Europe, pour le coup. Où, voilà, globalement, les marchés vers lesquels, en tout cas, la France exporte vont être généralement des marchés plus de valeur, pour le coup. Oui, moi j'ai une question sur les caractéristiques du rosé. Est-ce que vous avez étudié les caractéristiques du rosé qui plaisent le plus selon les pays? Vous avez parfaitement bien dit tout à l'heure la différentielle entre le blush aux États-Unis et puis les vins plus secs. Est-ce que vous avez des éléments sur les gammes de couleurs qui sont les plus en vogue ou les plus porteuses? Oui, tout à fait. On avait fait un focus d'ailleurs il y a quelques années justement sur un focus en prenant plusieurs marchés et en faisant des relevés de couleurs en fait, tout simplement. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait une véritable tendance vers des rosés beaucoup plus clairs
Comme vous l'avez dit très justement, notamment sur le marché américain, avec des blushs, donc des vins rosés qui vont avoir tendance à avoir des couleurs quand même assez intenses, qui vont avoir tendance à se réduire au profit de vins, ce qu'on va dire un petit peu plus style provençal en fait. C'est-à-dire des rosés assez clairs et beaucoup plus légers. Oui, effectivement, il y a une tendance globale sur une bonne partie, voire même la quasi-totalité des pays qu'on avait suivis vers des rosés plus clairs. Oui, tout à fait. Par rapport à la dynamique d'augmentation de la consommation, est-ce qu'il y a la même dynamique de production? Est-ce qu'il y a les capacités de production qui vont permettre de poursuivre cette dynamique, et notamment pour la France, ou est-ce qu'on assiste à des transformations du coup vers le vin rosé? En production, est-ce qu'on assiste à des transformations pour suivre cette dynamique sur le vin rosé? Du passage de rouge à rosé, c'est ça? Notamment, oui. C'est toujours difficile à dire pour le coup. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que en matière de production, on a quand même une production globale de vin rosé qui a tendance à augmenter sur les années. Si on prend vraiment l'échelle longue, hein, en tout cas. Donc une production qui a tendance à essayer de suivre un petit peu la consommation, mais on reste quand même sur... c'est potentiellement interchangeable, mais en tout cas, on n'a pas de données à l'heure actuelle qui permettraient de dire qu'on a une reconversion de la production de rouge directement en vin rosé, en tout cas. Si on fait la moyenne ce qu'on voit tout à l'heure des 3-4 dernières années, on voit quand même que ça reste un plateau. Ça bouge un peu, mais ça reste quand même un plateau de la consommation. La consommation reste sur un plateau. Après, oui, les vignobles, ils peuvent pas évoluer d'une année à l'autre. Hein. Ils restent quand même... les productions couleurs jouent. Hein. Nous, on le voit en Provence. Bon, on est à 90-95% chaque année, c'est rosé. Mais bon, c'est assez atypique en France d'avoir cette répartition-là. Mais ouais, non, la production, comme disait Nance, oui, a tendance à progresser quand même légèrement, et puis la consommation, après avoir progressé, la reste sur un plateau. Donc, je pense pas qu'il y ait de grandes mutations. En fait, ce qu'on a constaté aussi, c'est une diversification de la production sur des pays qui, à la base, n'en fabriquaient pas du tout. Donc, typiquement des pays hors Europe, États-Unis et pays d'Océanie, notamment. Mais globalement, voilà, on reste quand même sur une production qui reste en phase avec la consommation, globalement. Peut-être que vous l'avez noté. Peut-être que vous l'avez dit, j'ai peut-être manqué, mais est-ce que vous avez une idée de la segmentation des vins entre Vincent Giguet, AOP, IGP sur les marchés? Et si oui, est-ce qu'elle est identique à celle des autres couleurs? Non, on n'a pas trop d'éléments, mais en plus c'est très spécifique France. Dès qu'on sort de France, cette notion d'appellation AOP-IGP, enfin c'est très compliqué à suivre. Elle est peu elle est peu suivable, on va dire, sur les autres pays. Et je rebondis sur sa question, parce qu'effectivement, est-ce que sur les rosés en particulier, c'est, on va dire, l'identification terroir, parce que ce soit IGP, AOP, elle est moins marquée que sur les rouges, par exemple. Il y a de ça derrière. Elle l'est probablement un petit peu moins, oui, effectivement. Mais il y a quand même des marques de fabrique assez fortes à l'étranger. On parle notamment des Côtes de Provence beaucoup. Qui vont très fortement marcher aux États-Unis. Hein, rien que le nom Provence marche très bien, mais effectivement, on parle quand même d'appellations qui sont globalement déjà plus étendues que les appellations d'autres vins. Donc, on a des grands fleurons en fait qui fonctionnent très bien aussi. Ouais. Et juste pour en revenir à la question juste d'avant, en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que tout dépend en fait des pays pour tout ce qui va être AOP, IGP, VSIG. Lorsqu'on regarde par exemple les flux d'importation en provenance d'Espagne, on va avoir énormément de vins sans indication géographique qui vont venir abreuver justement des zones de consommation sur des rosés vraiment entrée de gamme. Et là typiquement on va avoir une forte concentration de vins de VSIG assez peu valorisés pour faire du volume. Si on compare, alors on n'a pas des données exactes, hein, mais ce qui est très probable en tout cas, c'est que dans le sens inverse, lorsqu'on regarde un petit peu les exportations, on ait un taux d'AOP qui soit forcément beaucoup plus fort que des pays type Espagne. Ça, voilà.
Mais oui, oui, tout à fait. Et alors on fait pas mal de... Enfin, régulièrement, on fait des focus group, des qualis où on va faire un peu parler les consommateurs et sur nos deux principaux marchés. Là, je parle en Provence, donc France et USA. Et c'est vrai qu'au-delà du sigle AOP, le rosé premium qualité est souvent associé à la Provence. Quand on fait parler consommateurs français ou américains, ils vont tout de suite associer la Provence, sans forcément dire le mot AOP. Aux États-Unis, c'est pas forcément, mais ils vont associer la Provence aux rosés les plus premium, les plus qualitatifs. Donc, c'est peut-être pas direct, mais indirectement, oui, il y a quand même une certaine segmentation entre AOP et les autres catégories. J'ai une autre question alors qui sort un petit peu du champ de l'étude, mais en dehors de la demande qui explique la croissance des vins, est-ce que vous auriez identifié ou est-ce que vous auriez une idée de facteurs de compétitivité spécifiques à la filière rosée qui expliquent cette croissance? Sur les rosés français Ouais, oui, sur les rosés français, oui. Ah, sur les rosés français spécifiquement, oui. Je pense que c'est rattaché, faudrait mieux que tu le dises toi, moi ça va pas paraître objectif, mais je pense que c'est rattaché à l'image de la Provence. C'est rattaché à l'image de la Provence, enfin, c'est ce que nous disent de toute façon les consommateurs, qui collent, comme je disais au tout début, à tous les moments de consommation, le style de vie, tout ça. Je pense que le facteur de compétitivité de la France, c'est grâce à la Provence. Non mais... Alors du coup, je confirme effectivement la Provence, oui, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Non, mais en fait, je pense que ce qui a changé un petit peu la donne aussi, c'est que sur des marchés type États-Unis, l'offre provençale, pour le coup, a été un petit peu novatrice parce qu'on était sur des marchés qui consommaient quasiment exclusivement des blushs. Et on a découvert en fait une nouvelle offre avec l'arrivée des vins de Provence, plutôt sur des choses un petit peu premium, sur des vins un petit peu plus fins, un petit peu plus travaillés. Et donc le fait d'avoir créé cette offre-là en fait donne un avantage comparatif assez important pour le coup. Et quand on colle ça du coup en plus à l'image de la Provence, à l'image de la France, ça donne un facteur image qui va être vraiment très, très important pour les vins français rosés. Dans votre étude, on a beaucoup comparé la dynamique des vins rosés avec les vins tranquilles en règle générale. Je pense que les vins tranquilles, on assimile beaucoup les vins rouges. Vous avez mis en avant le fait que ce n'était pas la même consommation. Le rosé a une plage de consommation qui est peut-être plus étendue, pas simplement les repas. Après, dans le temps, on va dire sur une année complète, c'est concentré là où il y a du soleil. On n'a pas parlé des vins blancs qui peuvent avoir peut-être c'est un vin qui est frais, qui va se boire quand il fait beau, etc. Qu'est-ce qui fait que cette dynamique, on l'a sur les rosés et pas sur les vins blancs? Alors du coup, on n'a pas sorti les chiffres sur les vins blancs, mais ce qu'on constate, c'est que globalement, alors si on en revient vraiment au total vin tranquille, en fait, le total vin tranquille est clairement plombé par les vins rouges. Les vins blancs ont plutôt tendance à bien se comporter sur les dernières années, pour le coup. Pareil, parce qu'ils correspondent aussi à un mode de consommation qui est un petit peu plus simple, sur des consommations, voilà, comme le disait Brice, sur des occasions un petit peu plus déstructurées. On n'est plus sur un repas vraiment à table. Et les vins blancs profitent aussi de cette dynamique-là. Et on peut le voir dans plusieurs vignobles. Hein. Si on prend par exemple les Côtes-du-Rhône Sud, notamment, ont un vrai plan de développement justement des vins blancs, en plus des vins rosés et surtout en plus des vins rouges, pour justement profiter aussi de cette dynamique. Donc on a vraiment, on était quand même sur une catégorie qui était un petit peu plus établie, mais on a que les vins rosés, mais on a quand même une dynamique en tout cas qui est déjà meilleure que sur les vins rouges. Ouais. Ok, mais il y a quand même cette différence vin blanc, vin rosé, avec peut-être une image qui est différente sur les vins rosés, ou pas du tout Il y a quand même une image différente, surtout qu'on parle de vins qui vont avoir... quand on parle des vins blancs, c'est une catégorie qui est très vaste, aussi bien en termes d'origine qu'en termes de style. Hein. On va partir du Sauterne pour aller sur un Riesling alsacien. On a vraiment des catégories très vastes, avec des modes de consommation beaucoup plus vastes. Mais on tend aussi à avoir une catégorie qui va suivre un petit peu le modèle provençal, avec des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus fraîches, qui correspondent justement au moment un petit peu de consommation du rosé, et qui là pour le coup vont avoir tendance à plutôt bien marcher. Ouais. Mais oui, c'est vrai que si
On peut scinder en deux la catégorie avec vin rouge d'un côté, puis voilà, vin blanc, vin rosé de l'autre, quand même, avec vraiment deux différences de dynamique. On regarde avec Nance juste avant, là, pour se remettre un peu ça en tête, l'évolution en France sur 15 ou sur 20 ans. On voit que c'est vraiment les rouges qui chutent. Et rosé a augmenté, stabilisé, légèrement, très légèrement diminué, mais resté stable. Et le blanc est pareil, hein. Le blanc a la même dynamique que le rosé. Mais sur certains moments de consommation, on peut retrouver une certaine concurrence, vin blanc, vin rosé. De la bière, on peut la mettre aussi dans la catégorie des concurrents, hein, sur ces moments de consommation, sur cette fraîcheur. Voilà. Tu voulais ajouter autre chose sur ce point-là? Non. La moyenne de prix? Alors la moyenne de prix... elle est quand même... Ah, par rapport au vin blanc? Non, là on n'a pas les éléments, mais ça fera partie du... C'est teasing pour la suite. Ça fera partie de la suite en fait de ce qu'on va recevoir, de ce qu'on va étudier sur l'observatoire, notamment avec les imports-exports et les prix moyens importés, les prix moyens exportés. Un prix moyen totalement de... Non, je vais... Alors c'est quand même en augmentation sur le moyen ou même sur le long terme. Oui, si tu veux ajouter. Il y a quand même une premiumisation globale du marché, hein, qui a lieu depuis quelques années et pas qu'en France, hein, globalement. Aux États-Unis, on a eu une forte progression des prix aussi. Qui a tiré un petit peu tout le reste vers le haut. Et effectivement, vu qu'on a une baisse globale de la consommation de vin en règle générale, les catégories aussi plus volumiques et plus entrée de gamme ont tendance à peut-être un petit peu plus souffrir que les vins fins et un petit peu plus haut de gamme. Ouais. Ça fait juste une transition. La question que je voulais poser, c'était, on est sur 2022. 2022, c'est l'année d'inflation aussi, très forte. Est-ce que ça a pesé, d'après vous, sur les chiffres? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est plutôt sur des... Parce qu'on a beaucoup parlé de sortie de Covid, en gros. On se compare avec des années effectivement de restrictions sanitaires. Mais 2022, c'est pas une année non plus complètement comme les autres. Est-ce que ça a joué globalement sur les évolutions? Alors effectivement, ça a pu peut-être un petit peu freiner la consommation. Maintenant, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde vraiment les chiffres bruts, on a eu quand même une légère progression de la consommation globale, ce qui n'est pas forcément un mauvais signe. Je pense qu'on aura un petit peu plus pour le coup de recul sur 2023, où là on aurait vraiment eu la période d'inflation qui sera passée. Et où on aura les vrais résultats, on va dire, consolidés un petit peu de la période inflationniste. Oui, moi je voudrais revenir sur le futur de votre étude, justement. Est-ce que vous, pour imaginer la progression peut-être des rosés ou des blancs, imaginer l'avenir, vous allez vous intéresser aussi à la structure des repas? Parce que je rebondis un peu sur ce que vous avez dit antérieurement. Je pense qu'effectivement, la montée des rosés et des blancs n'est pas sans lien avec la structuration des repas, la déstructuration, presque on pourrait dire, au long de la journée, ou voire même la composition même des repas. Est-ce que vous étudierez ça? Pardon? Oui, alors ça, on ne le suit pas vraiment avec cet observatoire, qui reste vraiment économique et global. Par contre, oui, comme disait Nance, dans les panels ou dans des études qu'on peut faire, c'est des choses qu'on suit. Mais ça, on l'a quand même remarqué depuis quelques années, hein, cette déstructuration des repas, ou même, ça fait un petit moment que ça a commencé, hein, quand même, mais le fait de partir sur des repas beaucoup plus, on va dire, exotiques, ou... Comment ? Oui, et l'apéritif aussi, où le rosé peut coller. Mais c'est vrai que ce n'est pas des éléments qu'on a via l'observatoire, mais qu'on peut avoir par ailleurs avec des études qu'on fait ensemble ou en direct. Mais... Il y a quand même des vins rosés qui sont partis à la distillation là, récemment. Est-ce que ça veut dire que notre offre n'est pas adaptée à la demande mondiale ou qu'on n'est pas assez offensif à l'export? Mais en fait, ça rejoint un peu le palier qu'on a atteint en consommation. On n'a pas vu ici la production, mais du coup, c'est ce qu'on va sûrement voir, c'est ce qu'on a vu sur les années passées, puis c'est ce qu'on va voir quand on aura donné production 2022. On a une consommation qui
qui a augmenté et qui a stabilisé, on a une production qui a continué à évoluer. Donc forcément, et dans une période d'inflation en plus comme on a eu en 2022, ça a provoqué un surplus, un surstock qui est parti, qui est soit en stock, soit qui est parti à la distillation. Alors, encore une fois, beaucoup moins impacté que ce qu'il peut y avoir sur le vin rouge. Mais bon, maintenant, ça reste, on le verra à l'avenir, hein, mais ça reste quand même sans doute quelque chose d'assez conjoncturel. Je pense que voilà, il a fallu avoir une réadaptation du ratio production-consommation, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait rester quand même assez conjoncturel. Vous parlez probablement de cette année-ci, c'est ça ? Oui, en particulier. Alors, oui, effectivement, comme l'a dit Brice, donc il y a cet aspect-là. Et en plus de ça, en fait, donc ça sort un petit peu quand même du cadre de l'OMR actuel, vu qu'on est que sur 2022. Mais en 2023, on a eu aussi beaucoup de crises de surstock à l'export, ce qui a également probablement un petit peu joué dans la saturation en fait du marché national, dans la mesure où on avait voilà, des réseaux de distributeurs aux États-Unis qui étaient pleins, en Corée du Sud, comme on l'a vu, qui était un marché en croissance. Pareil, on a eu un plafond en fait au niveau des volumes qui a fait que y a pu avoir cet effet un petit peu de saturation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, bah écoutez, merci beaucoup de votre attention et puis passez une très bonne journée, un très bon salon.